Infirmier, quelle a été la pire catastrophe que vous ayez vécue au bloc opératoire? J'ai signalé que notre chef de chirurgie était ivre juste avant une opération à cœur ouvert sur une fillette de 12 ans. L'hôpital a alors broyé ma carrière en m'accusant à tort, allant jusqu'à fabriquer des images de vidéosurveillance censées me montrer en train de voler des médicaments, ce qui n'est jamais arrivé, jusqu'à ce que la mère de la petite fille révèle qu'elle était l'associée principale du plus grand cabinet d'avocats en faute médicale de l'État. À nous deux, nous avons mis au jour 5 années de dissimulation, ce qui a envoyé le chirurgien et le directeur de l'hôpital en prison. J'ai décroché des millions en indemnités, et aujourd'hui, je forme les infirmiers à dénoncer les médecins alcoolisés, sans risquer de voir leur vie voler en éclats. Toute notre équipe infirmière se préparait pour l'intervention quand le docteur Okafor a déboulé dans la salle, visiblement titubant. Il avait le regard vague et une forte odeur d'alcool flottait autour de lui. C'était pourtant lui qui devait opérer, dans 20 minutes, cette fillette de 12 ans en lui ouvrant le cœur. J'ai vu les autres infirmières baisser les yeux, fixant le sol, refusant d'affronter la réalité. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai retiré mes gants et j'ai filé dehors chercher le docteur Nakamura, notre directrice médicale. Elle connaissait Okafor depuis la fac. Leur famille partait même en vacances ensemble chaque été. Docteur, Okafor est ivre, lui ai-je lancé. Il ne peut pas opérer cette petite. Nakamura n'a même pas décroché les yeux de son écran. C'est une accusation grave. Vous avez des preuves? Son haleine sent l'alcool. Ses mains tremblent. Venez voir par vous-même, s'il vous plaît. Elle s'est penchée en arrière, un sourire aux lèvres. Docteur, Okafor fait gagner des millions à cet hôpital chaque année. Pourquoi est-ce que je prendrais un tel risque? Sa voix s'est faite glaciale. Et puis tout le monde sait que vous lui en voulez depuis ce fameux incident de l'an dernier. C'est mesquin. Mon estomac s'est noué. Il faut dire qu'il m'avait coincé un soir dans le local après une opération tardive, m'avait plaqué contre les étagères, tenté de m'embrasser, puis, quand je l'ai repoussé en disant que je le dénoncerais, il m'a effleuré les cheveux avant de partir comme si de rien n'était. Le lendemain, tout l'hôpital bruissait de rumeurs disant que c'est moi qui lui avais sauté dessus et qu'il avait dû me repousser gentiment parce qu'il était marié. Retournez immédiatement au bloc, m'a ordonné Nakamura. Et si vous propagez ces mensonges, je vous garantis que vous ne retravaillerez jamais en médecine. Je suis retournée en salle d'op, où j'ai trouvé l'anesthésiste, le docteur Yamoto, déjà en train de préparer la patiente. Elle a croisé mon regard, et j'ai compris qu'elle était au courant. Elle s'était placée de façon à observer discrètement le coude d'Okafor quand il s'est approché de la table. Juste avant de commencer, j'ai tenté le tout pour le tout et l'ai prise à part. Je l'ai suppliée d'intervenir, d'empêcher que cette opération ait lieu, de sauver cet enfant. Mais en la regardant, un détail m'a glacée. Elle portait à son doigt la bague de fiançailles qu'Okafor avait offerte à sa femme, celle qu'elle avait portée 20 ans avant de le quitter après que je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait. Docteur Yamoto m'a dit qu'elle savait très bien que tout cela n'était pas normal, mais qu'elle était désormais sa fiancée et qu'elle ne se voyait pas ruiner sa carrière. Nous sommes retournés en salle d'opération et j'ai vu ses mains trembler alors qu'elle préparait une nouvelle seringue. C'est là que j'ai compris. Elle droguait aussi Okafor, en lui injectant de microdoses de benzodiazépine dans sa perfusion pour essayer de stabiliser ses mains, juste assez pour qu'il puisse opérer. Avant de reprendre sa place, elle a embrassé ses doigts, puis les a posés sur l'épaule d'Okafor. L'opération a débuté quelques minutes plus tard. Bien sûr, dès l'incision, les mains d'Okafor tremblaient. Yamoto posait la main sur son bras pour l'aider à se stabiliser, et l'autre chirurgien faisait mine de ne rien voir lorsqu'Okafor a laissé tomber un instrument. À un moment, Okafor a même ri. Oups, je suis maladroit aujourd'hui, comme s'il avait fait tomber un trousseau de clés au lieu d'instruments dans la poitrine d'une enfant. Tout a basculé au moment du greffon. Il a manqué de coordination et a entaillé l'artère interventriculaire antérieure. Le sang a jailli, inondant le champ opératoire. Clamp, clamp, a hurlé l'assistant en repoussant Okafor pour prendre la main, mais ce dernier s'est accroché. Je gère. Il tentait d'opérer alors que l'enfant se vidait de son sang. La salle est devenue une véritable fourmilière. D'autres chirurgiens sont arrivés, les poches de sang se succédaient, le perfusionniste s'agitait pour maintenir la circulation extracorporelle pendant qu'il tentait de réparer les dégâts. Je me souviens du visage de la mère à travers la vitre, livide, les joues inondées de larmes en voyant le sang de sa fille s'étaler sur le sol. On a réussi à sauver la petite, mais de justesse. Elle allait avoir besoin d'une greffe de cœur. Les dommages étaient trop importants. Une simple réparation s'était transformée en condamnation. Après la fermeture, Nakamura est venue elle-même en salle d'op à tapoter l'épaule d'Okafor. Cas difficile, ça arrive. On va gérer la famille. Puis elle nous a regardés tour à tour. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la confidentialité. Si quelqu'un insinue qu'il s'est passé autre chose qu'une complication imprévisible, il sera immédiatement licencié et poursuivi. Et voilà, tout le monde dehors. Je me souviens de la rage qui m'a envahi devant tant d'injustice. Mais le lendemain, tout a changé. Plusieurs avocats ont débarqué à l'hôpital. Okafor a été convoqué sur le parking, Nakamura pendant la visite du matin, Yamoto à la cafétéria. Moi aussi j'ai reçu des papiers, mais les miens étaient différents. Il y avait un petit mot manuscrit. Merci d'avoir essayé. S'il vous plaît, acceptez d'être mon témoin principal. J'ai cherché à savoir d'où venaient ces documents. Je ne comprenais pas, jusqu'à ce que la vérité me frappe et qu'une joie folle me submerge. La mère de la petite, celle dans la salle d'observation, n'était pas une mère ordinaire. Elle était l'associée principale du plus gros cabinet d'avocats en faute médicale de l'État, et elle n'avait aucune intention de laisser passer ça. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar de sabotage professionnel. Mon planning changeait 3 fois par jour sans préavis. Je me suis rendue comme d'habitude à mon service de cardiologie, mais on m'a envoyé tour à tour en pédiatrie, puis en gériatrie, puis aux urgences. À chaque fois, l'infirmière en charge semblait totalement dépassée. Personne ne m'attendait, et les affectations tombaient systématiquement du bureau de Nakamura. Mon badge s'est mis à ne plus ouvrir certaines portes, alors qu'il aurait dû fonctionner.
J'ai dû insister à 5 reprises avant que le distributeur de médicaments reconnaisse mon empreinte digitale. J'ai fait mine qu'il s'agissait de simples soucis informatiques, mais j'étais la seule concernée. Quand j'ai voulu accéder au dossier patient pour tracer ces incidents, mon ordinateur s'est bloqué, écran noir, puis message d'erreur pour accès non autorisé. Petit à petit, les autres infirmières ont commencé à m'éviter. Les discussions s'arrêtaient net dès que je passais la porte de la salle de pause. Des collègues avec qui je travaillais depuis des années trouvaient soudain un prétexte pour ne pas prendre le même ascenseur que moi. Lors des transmissions, plus personne ne me faisait de passage de relais correct. Les comptes rendus des patients étaient marmonnés en regardant leurs chaussures, puis tout le monde filait. Je finissais par déjeuner seule sur le parking, la cafétéria étant devenue invivable. Les rumeurs se sont d'abord glissées discrètement, puis propagées à toute allure. On m'a accusé d'avoir bu avant de prendre mon service, puis on a dit que ça s'était répété plusieurs fois. En fin de semaine, on murmurait que j'avais un problème d'alcool et que j'essayais d'en faire porter la responsabilité au docteur Okafor. J'ai retrouvé une brochure des alcooliques anonymes dans mon casier. Quelqu'un avait même scotché le numéro d'une cellule d'écoute sur mon pare-brise. Mes affectations devenaient de plus en plus difficiles. Partout où j'allais, on me confiait les patients les plus lourds, ceux atteints de démence agressive nécessitant une surveillance continue, les opérés récents bardés de drains, les soins de plaies complexes, ou encore des patients en isolement total réclamant une combinaison à chaque passage. Les tâches, habituellement réparties équitablement, me retombèrent dessus systématiquement. À la fin de chaque poste, j'avais le dos en miettes et les pieds en feu. Côté documentation, c'était devenu un vrai parcours du combattant. Des notes que j'avais rédigées disparaissaient, d'autres que je n'avais jamais écrites apparaissaient à mon nom dans le dossier électronique. Un matin, j'ai découvert une note prétendant que j'avais administré une mauvaise dose à un patient que je n'avais même jamais vu. Quand j'ai tenté d'en parler à l'infirmière responsable, elle a haussé les épaules en me disant que j'avais sûrement oublié. L'informatique, de son côté, n'a rien trouvé d'anormal. Ma mère a tout de suite vu combien j'étais épuisée lorsque je suis passée la voir à son cabinet. Elle n'était pas spécialisée en droit médical, mais elle avait des contacts partout. Son petit bureau du centre-ville sentait le café et les vieux bouquins. Je lui ai tout expliqué, et j'ai vu son visage se fermer au fil du récit. Elle a enchaîné les coups de fil pendant que j'attendais, sa voix restant calme même si sa mâchoire se crispait. Après le 3e appel, elle m'a regardée et a dit « La mère de la petite opérée a déjà sollicité plusieurs avocats. Elle veut que ce soit toi, le témoin. Ils montent un dossier, mais il leur faut des preuves écrites. » J'ai expliqué mes soucis d'accès à l'ordinateur, la disparition des notes. Ma mère a attrapé un bloc-notes, notes tout à la main, heure, date, témoin, garde des copies chez toi, prends des photos de chaque page avant de les laisser sur place. Fais une double trace. Ils ne pourront pas tout effacer. Le lendemain matin, je suis arrivée plus tôt pour suivre ses conseils. J'ai commencé à tout consigner dans un petit carnet, chaque incident, chaque interaction. Quand mon badge n'a pas marché à la porte du service cardio, j'ai noté l'heure et le nom du vigile venu m'ouvrir. Quand j'ai hérité de 4 patients lourds alors que les autres en avaient 2, j'ai noté aussi. Durant la réunion matinale, Nakamura a fait irruption, ce qu'elle ne faisait jamais, et elle est restée plantée dans l'embrasure de la porte à me fixer. Quand il a été question de la sécurité des patients, elle a coupé court à la discussion pour rappeler à tous l'importance de la santé mentale au travail, sans me lâcher du regard. Plusieurs collègues étaient visiblement gênés, mais personne n'a pris la parole. Après la réunion, j'ai retrouvé mon casier vidé par terre dans la salle de pause, mes affaires éparpillées, mes tenues de rechange trempant dans du café renversé, des pages arrachées de mes livres de soins, et plus de stéthoscope, celui que ma mère m'avait offert pour la fin de mes études. La sécurité m'a assuré que les caméras étaient justement en maintenance ce jour-là. Le docteur Yamoto a commencé à surgir partout où je travaillais, débarquant dans les chambres pile au moment où je préparais les traitements, les bras croisés, à m'observer. Lors d'une tournée, elle m'a interrogée sur chaque médicament, exigeant posologie et justification, comme si j'étais une stagiaire. Plus je répondais juste, plus elle semblait contrariée. Les menaces se sont accrues pendant mes gardes de nuit. 2 fois en une semaine, j'ai retrouvé mes pneus à plat. La sécurité a parlé de coïncidence. Des appels bizarres arrivaient, demandant après moi, puis raccrochaient aussitôt. Un jour, j'ai retrouvé une photo imprimée de mon immeuble glissée sous mon essuie-glace, sans un mot. J'ai pris l'habitude de changer d'itinéraire et de me garer ailleurs chaque soir. Ma mère m'a conseillé d'installer une caméra devant ma porte, ce que j'ai fait tout de suite. La première nuit, la caméra a filmé une personne en blouse qui s'est approchée à 3 heures du matin, restant plantée là plusieurs minutes, sans jamais montrer son visage, puis a fait demi-tour, sans rien faire. Malgré tout, quelques collègues ont commencé à me soutenir discrètement. Sarah de la réa pédiatrique venait déjeuner avec moi dans le parking. Elle parlait peu, mais sa présence me rassurait. Tom, des urgences, laissait par inadvertance sur la table de la salle de pause des copies de procédure, surlignant les passages concernant la protection des lanceurs d'alerte. Pendant une garde particulièrement éprouvante, on m'a trimballé d'un service à l'autre sans répit. J'étais au bout du rouleau. À l'unité de soins intensifs cardiaques, j'ai croisé le docteur Okafor en train de feuilleter des dossiers à la station des infirmières. Il a levé les yeux vers moi, son regard étonnamment perçant. « On m'a dit que tu traversais une mauvaise passe », a-t-il lancé, d'un ton faussement détendu mais chargé de sous-entendus. « Dommage pour tes accès informatiques. Ces systèmes n'en font souvent qu'à leur tête. » Il a refermé le dossier d'un geste sec. « Tu sais, les bons soignants se concentrent surtout sur leurs patients, pas sur les ennuis. » Je me suis contentée de continuer à préparer les médicaments, sans relever. Il s'est approché jusqu'à ce que je sente son parfum, mêlé à une odeur d'alcool tenace. Encore de l'alcool, alors qu'il n'était même pas midi. La petite est entre de bonnes mains maintenant. Parfois, c'est dans les complications que les meilleurs résultats arrivent. Il vaudrait mieux que personne ne raconte le contraire. Pendant que je préparais l'insuline, ma main est restée parfaitement stable. Je vérifiais la dose 2 fois. Il attendait visiblement une réaction, mais je ne lui ai rien laissé paraître. Finalement, il a tourné les talons.
J'ai tout de suite noté notre échange dans mon carnet, avec l'heure précise et la mention de l'infirmière responsable, qui avait tout vu depuis l'autre bout du poste. Le cabinet d'avocats qui représentait la mère de la petite fille m'a contacté via le bureau de ma mère. Ils voulèrent que je raconte en détail ce qui s'était passé lors de l'opération et toutes les tentatives pour étouffer l'affaire. Je les ai rencontrés après une nuit blanche, épuisée mais déterminée à ne rien laisser passer. L'avocate principale, Patricia Chen, prenait des notes tandis que je lui exposais les faits. Elle me posait des questions très précises sur les personnes présentes, les propos échangés, tout ce que j'avais remarqué. Il nous faut des preuves écrites, m'a-t-elle expliqué. L'hôpital affirmera qu'il s'agissait d'une complication classique. Votre témoignage est crucial, mais il nous faut du solide. Je lui ai montré mes notes manuscrites et les photos que j'avais prises. Elle a acquiescé, satisfaite. Continuez comme ça. Notez tout, même les plus petits détails. De retour à l'hôpital, les représailles se sont accentuées. Mon entretien annuel, jusque-là irréprochable, mentionnait soudain des points à améliorer, dans plusieurs rubriques. Les commentaires parlèrent de difficultés à travailler en équipe et d'une soi-disant résistance aux remarques. Je n'ai découvert ce rapport qu'une fois finalisé et transmis aux ressources humaines. Mon renouvellement d'autorisation d'exercer a aussi pris un retard inhabituel. L'ordre infirmier réclamait de nouveaux documents liés à mon aptitude professionnelle, en prétextant des préoccupations récentes. Quand j'ai demandé des explications, impossible d'obtenir le moindre détail. On m'a simplement conseillé de consulter un avocat spécialisé. Ma mère m'a aussitôt mise en relation avec un avocat en droit de la santé. Le point de rupture est arrivé lors d'une garde de nuit en réa. Je m'occupais d'un patient opéré dont l'état se dégradait rapidement. J'ai appelé du renfort et commencé les gestes d'urgence. Le docteur Okafor est arrivé, bien décidé à tout diriger. Ses mains tremblaient pendant l'examen et l'odeur d'alcool était plus forte que jamais. Je me suis écartée, mais je suis restée présente, prenant des notes dans le dossier. Il a prescrit des médicaments complètement inadaptés à la situation. Lorsque j'ai osé demander confirmation des doses, il m'a sèchement ordonné d'obéir ou de chercher un autre poste. L'infirmière référente est arrivée à son tour, a compris la situation et a discrètement appelé un autre médecin. Le docteur Patel, arrivé en quelques minutes, s'est aussitôt imposé et a pris les choses en main. Il a stabilisé le patient, tandis qu'Okafor restait planté là, vacillant. Personne n'a rien commenté, mais sans l'intervention de Patel, ça aurait pu très mal finir. Après le départ d'Okafor, Patel m'a soufflé « Notez tout ce que vous avez vu, chaque détail ». Le lendemain, j'ai retrouvé ma voiture couverte de rayures sur le parking, 2 longues traces de clés sur les portières. La sécurité s'est contentée de hausser les épaules, les caméras étaient toujours en panne. J'ai pris des photos, déposé une plainte, sachant parfaitement que ça n'irait nulle part. Le message était limpide, ils voulaient me pousser à partir. Pourtant, les choses commençaient à changer. De plus en plus d'infirmières me manifestèrent leur soutien, discrètement. Elles ne pouvaient pas parler ouvertement, mais des petits gestes ne trompaient pas. Des fournitures en plus dans mes chambres quand j'étais débordée, des patients compliqués réaffectés ailleurs, une présence rassurante quand Okafor ou Yamoto rôdaient dans les parages. Ma mère a organisé une rencontre avec Patricia Chen et toute son équipe juridique, qui bâtissèrent leur dossier avec méthode. D'autres familles s'étaient signalées, inquiètes d'interventions menées par Okafor. D'anciennes infirmières parties de l'hôpital étaient prêtes à témoigner sur cette culture de l'omerta. Ma documentation était devenue une pièce maîtresse. Nous allons vous auditionner la semaine prochaine, m'a prévenue Patricia. Ils vont chercher à vous discréditer, ressasser les rumeurs, remettre en cause vos motivations. Il faut vous préparer à ça. Mais nous avons des preuves solides de notre côté. Elle m'a montré des images de vidéosurveillance du jour de l'opération, sauvegardées de justesse avant leur effacement. On y voyait sans ambiguïté l'état d'Okafor. L'administration a dû ressentir la pression, car Nakamura a convoqué une grande réunion sur le thème « Rester unis dans l'adversité ». Elle a parlé de loyauté, de solidarité entre collègues, et n'a pas arrêté de croiser mon regard pendant tout son discours. Le message était clair, mais il arrivait trop tard. Ce soir-là, j'ai travaillé sans savoir que ce serait ma dernière garde avant longtemps. Tout semblait normal jusqu'à ce que je sois appelée en urgence dans le bureau de Nakamura. À mon arrivée, elle était là, entourée de la responsable RH et de la conseillère juridique de l'hôpital. Ils m'ont annoncé que j'étais suspendue à titre conservatoire le temps d'une enquête sur des manquements présumés. J'ai demandé des explications, mais ils sont restés évasifs, évoquant des divergences dans la documentation et des signalements par des collègues. On m'a réclamé mon badge et mes clés sur le champ. La sécurité devait m'accompagner pour vider mon casier. On m'avait interdit de retourner dans mon service. Impossible même de dire au revoir à mes patients. Escortée par la sécurité à travers les couloirs de l'hôpital, je percevais les regards des infirmières derrière les portes. Certaines baissèrent les yeux, d'autres me soutenaient silencieusement du regard. Au passage, Sarah a discrètement glissé un mot dans ma main, tandis que Tom m'a adressé un léger signe de tête depuis l'ascenseur. Même des collègues avec qui j'échangeais à peine semblaient deviner ce qui se jouait. Sur le parking, ma mère m'attendait déjà. Elle avait été prévenue par Patricia Chen, qui était au courant de ma suspension avant même que je n'ai eu le temps de l'expliquer. Nous sommes restés un moment assises dans la voiture, moi tremblante de colère et d'épuisement. Toute ma carrière, tout ce pourquoi je m'étais battue, était en train de s'effondrer parce que j'avais choisi de protéger un enfant. C'est bien ce que nous redoutions, a constaté ma mère avec une impressionnante tranquillité. Ils perdent le contrôle. Patricia pense que c'est un point important pour notre dossier. Cela prouve qu'ils se savent en tort, qu'ils agissent par représailles. Tu as tout fait comme il fallait. Maintenant, il faut laisser la justice faire son travail. Ce soir-là, de retour chez moi, j'étais entourée de piles de cartons débordant de documents. J'y retrouvais des photos d'emploi du temps manipulées, des notes manuscrites sur chaque incident, des emails soigneusement classés retraçant toute la chronologie. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des collègues, jusque-là silencieux, trouvaient enfin le courage de me joindre pour raconter leur version. Chacun avait sa propre histoire sur Okafor, Nakamura ou cette culture délétère qui couvrait tout. L'audition était prévue pour la semaine suivante.
L'équipe de Patricia m'avait préparé à tout. Pourtant, une nervosité sourde ne me quittait pas. Je savais que tout reposerait sur ma capacité à dire la vérité, nette et complète. Pendant ce temps, la petite patiente attendait toujours un cœur. Et je ne pouvais m'empêcher de me reprocher de n'avoir pas agi plus vite, de ne pas avoir plus insisté. J'avais la possibilité de réparer, en partie. En rassemblant une dernière fois mes preuves, je pensais à tous ces patients oubliés, à toutes ces infirmières qui n'osèrent pas parler, à ces familles trahies par un système qui préférait l'argent à la vie. La peur qui m'avait paralysée s'est transformée en détermination. Ils m'ont enlevé mon travail, mais pas ma voix. Ils ont voulu salir ma réputation et n'ont fait que mettre en lumière leur propre corruption. La mère derrière la vitre d'observation, celle qui n'avait rien raté de ce qui s'était passé, veillait à ce que désormais la vérité ne soit plus cachée. La justice avançait lentement, mais elle avançait. Mon téléphone a sonné. Patricia Chen, d'habitude si posée, laissait transparaître une pointe d'enthousiasme. Nous venons d'apprendre que 2 autres infirmières souhaitent témoigner, d'anciennes collègues parties pour des raisons similaires. C'est plus qu'une affaire isolée. Est-ce que vous vous sentez prête? J'ai levé les yeux vers mon diplôme accroché au mur. Repensé au serment que j'avais prononcé. Ne jamais nuire. Protéger ceux qui ne le peuvent pas. Oui, ai-je répondu. Je suis prête. Les 3 jours suivants ont été entièrement consacrés à la préparation de l'audition. L'équipe de Patricia Chen travaillait avec moi dans une salle de réunion couverte de classeurs et de dossiers juridiques. On a passé en revue toutes les questions possibles, m'entraînant à répondre précisément, sans donner prise à l'interprétation. Ma mère m'accompagnait, prenant des notes et suggérant des pistes grâce à son expérience du droit. Je me suis même demandé comment Sarah faisait pour toujours être là au bon moment, sur le parking à midi, comme si tout était orchestré dans l'ombre. Peut-être qu'un réseau de solidarité s'était organisé entre infirmières, chacun veillant sur les autres. Pendant les pauses, je consultais frénétiquement mon téléphone. Les messages des collègues dressaient un tableau alarmant. Nakamura avait imposé une formation obligatoire sur l'éthique à tout le personnel infirmier, martelant l'importance de respecter la procédure officielle pour signaler un problème et rappelant les conséquences de fausses accusations. Le message menaçant était limpide pour tout le monde. Sarah m'a envoyé des photos des nouveaux règlements affichés dans tout l'hôpital. Désormais, tout comportement jugé perturbateur devait être signalé immédiatement, et la liste des motifs de licenciement immédiat s'était allongée. Saper l'autorité ou créer un climat hostile suffisait. Les formules étaient volontairement floues, prêtes à servir contre ceux qui oseraient parler. La veille de ma déposition, impossible de trouver le sommeil. J'ai relu mes notes, vérifié chaque date, chaque détail. Aux alentours de minuit, la caméra de ma porte d'entrée a détecté du mouvement. Une silhouette sombre a déposé une enveloppe avant de disparaître rapidement. J'ai attendu le matin pour la récupérer. À l'intérieur, une simple feuille, tapée à la machine. Retirez votre témoignage. Ceci est votre seul avertissement. Aucun nom, rien de plus. J'ai envoyé la photo du message à Patricia Chen, qui m'a répondu sur le champ. Il fallait refaire un signalement à la police et redoubler de vigilance. Le jour de la déposition, j'ai pris place dans une salle de conférence impersonnelle du centre-ville, face à 3 avocats de Nakamura en costume hors de prix. Ils ont d'abord enchaîné les questions anodines sur mon parcours, puis ont attaqué sur mes différends avec le docteur Okafor. Leur version était parfaitement rodée. Selon eux, j'aurais fait des avances à Okafor. Puis, vexé d'avoir été repoussé, j'aurais cherché à me venger. Ils ont exhibé de prétendus courriels écrits de ma main, des messages que je n'avais jamais rédigés. Lorsque j'ai contesté leur authenticité, ils ont insinué que ma mémoire pouvait me jouer des tours. Patricia Chen a objecté à de nombreuses reprises, mais le mal était fait. Ils cherchaient à me faire passer pour instable, jalouse, portée à l'accusation calomnieuse. Ils ont ressorti mon dernier entretien d'évaluation, évoqué des doutes sur ma prise en charge, mis en avant des signalements anonymes sur mon comportement. Chaque pièce, même fabriquée de toutes pièces, venait renforcer leur version des faits. Puis l'interrogatoire s'est recentré sur l'opération elle-même. Ils ont minimisé la gravité de la situation, suggéré que j'avais mal interprété ce que j'avais vu, rappelé qu'une intervention pouvait toujours comporter des risques, et insisté sur mon manque d'expertise pour évaluer les compétences d'un chirurgien. Quand j'ai parlé de l'odeur d'alcool, ils se sont demandé tout haut si je n'étais pas en train de projeter mes propres problèmes. Après 6 heures, on a enfin fait une pause pour déjeuner. Je me suis enfermée dans une cabine des toilettes, les mains tremblantes de colère et d'épuisement. Patricia m'a rejointe et m'a rappelé que c'était exactement ce à quoi on s'attendait. Leur agressivité trahissait leur panique. Elle avait tout noté, chaque mensonge, chaque manipulation. L'après-midi, ils se sont acharnés sur mon soi-disant comportement perturbateur à l'hôpital, exhibant des déclarations d'infirmiers avec qui je n'avais même jamais travaillé, prétendant que j'étais difficile, parano. Ils ont sorti une évaluation psychologique que j'aurais soi-disant ratée, alors que je n'en avais jamais passé. Les faux documents étaient élaborés dans les moindres détails. Quand ils ont enfin terminé, Patricia Chen a lancé son contre-interrogatoire. Elle a méthodiquement démonté leur récit, soulignant chaque incohérence, chaque impossibilité dans leur chronologie. Elle a présenté mes véritables dossiers professionnels, prouvant des années de service irréprochables. Elle avait recueilli de nombreux témoignages d'infirmières qui confirmaient mon sérieux et mon professionnalisme. Ce soir-là, j'ai retrouvé plusieurs anciens collègues dans un café à l'autre bout de la ville. Tous avaient subi le même traitement après avoir osé remettre en cause les pratiques de l'hôpital. Catherine, par exemple, avait signalé des erreurs de médication commises par Okafor alors qu'il n'était pas en état. Elle s'était retrouvée reléguée aux nuits, puis licenciée pour des absences totalement inventées. Sébastien, lui, avait tenté de dénoncer Nakamura qui poussait le personnel à falsifier les enquêtes de satisfaction. Il avait fini sous le coup d'une enquête pour de supposées violations du secret médical. Les accusations ont été abandonnées, mais il avait déjà perdu son poste et englouti des milliers d'euros en frais d'avocat. Le schéma était implacable.
On a partagé nos documents, échangé nos coordonnées, formé un réseau informel de témoins. Patricia Chen avait déjà contacté beaucoup d'entre eux pour bâtir un dossier plus large sur la culture d'intimidation de l'hôpital. L'affaire prenait une toute autre ampleur, bien plus vaste qu'une simple opération ratée. Ma mère m'a aidé à faire le dossier pour le chômage et la couverture santé. Après toutes ces années à travailler sans interruption, la démarche avait quelque chose de profondément humiliant. Elle m'a aussi mise en relation avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés au travail. J'ai d'abord résisté, mais les séances m'ont permis de commencer à apprivoiser la colère et le sentiment de trahison. Pendant ce temps, la campagne de l'hôpital contre moi ne faiblissait pas. Des recruteurs me contactaient, puis disparaissaient mystérieusement après avoir vérifié mes références. Mes comptes professionnels sur les réseaux sociaux étaient envahis de commentaires anonymes et malveillants. Quelqu'un avait même créé de faux profils à mon nom pour publier des contenus déplacés. Tom, des urgences, m'a retrouvé discrètement un soir. Il m'a remis des copies de mails internes où Nakamura demandait aux ressources humaines de gérer la situation de façon énergique. On évoquait même la possibilité de porter plainte contre moi pour un vol de matériel hospitalier que je n'avais jamais commis. Ils exploraient toutes les options pour briser ma réputation. Il m'a aussi appris que la docteure Yamoto allait très mal. Elle accumulait les erreurs de prescription, arrivait en retard, pleurait dans les réserves. Le poids des mensonges et la proximité d'Okafor la détruisaient à petit feu. Plusieurs infirmières avaient en signalé leur inquiétude pour sa santé mentale, mais Nakamura la couvrait coûte que coûte. L'équipe de Patricia Chen déposait de nouvelles requêtes à mesure que les preuves s'accumulaient, exigeant la conservation des données électroniques avant toute suppression, demandant l'accès aux images de vidéosurveillance pour plusieurs dates, assignant l'hôpital en justice pour obtenir les échanges entre Nakamura et le conseil d'administration. La riposte de l'hôpital, c'était de m'accuser d'avoir monté un complot pour extorquer de l'argent, d'avoir recruté d'autres salariés mécontents pour fabriquer des histoires, sous l'influence de ma mère, avocate, qui m'aurait aidé à inventer tout cela. Les accusations étaient grotesques, mais il fallait malgré tout y répondre officiellement. Mes économies fondaient à vue d'œil au fil des semaines sans salaire. J'en étais à vendre des bijoux et des appareils électroniques pour payer mon loyer. Ma mère voulait m'aider financièrement, mais je savais qu'elle avait aussi ses propres charges. Le stress a fini par me ronger la santé. J'ai maigri, je ne dormais plus, et les maux de tête étaient devenus quotidiens. Un matin, j'ai découvert que ma voiture avait de nouveau été vandalisée. Cette fois, quelqu'un avait versé du sucre dans le réservoir. La réparation coûterait plus cher que la voiture elle-même. J'ai commencé à prendre les transports en commun, ce qui allongeait encore mes journées. À chaque obstacle, j'avais l'impression qu'on cherchait à me pousser à bout. Sarah m'a appelée, paniquée. L'hôpital a engagé un détective privé pour me surveiller. Elle avait surpris Nakamura en discussion avec les RH. Ils essaient de trouver la moindre faille pour me discréditer. Ils surveillent mes allées et venues, prennent en photo les gens que je rencontre, notent le moindre de mes faits et gestes. J'ai commencé à remarquer la même voiture garée à plusieurs endroits. Un homme avec un appareil photo apparaissait partout où j'allais. J'avais l'impression de devenir parano, mais je savais que je ne me faisais pas d'idée. Patricia Chen m'a conseillé de tout consigner par écrit, mais de continuer à vivre normalement. Laisse-les gaspiller leur argent à surveiller quelqu'un qui n'a rien à cacher. L'enquête a pris une autre tournure quand l'équipe de Patricia a mis la main sur un schéma alarmant. En 5 ans, 12 infirmières avaient officiellement signalé le comportement ou l'alcoolisme du docteur Okafor, et les 12 avaient quitté l'hôpital dans les mois suivants. Leur dossier montrait les mêmes méthodes de représailles. Accusations bidons de sous-performance, démissions forcées. 3 d'entre elles avaient dénoncé du harcèlement sexuel, voire des agressions. Leurs plaintes avaient été étouffées, requalifiées en simples malentendus ou fausses accusations. 2 avaient accepté un accord de confidentialité contre une maigre indemnité. La 3e avait reçu des menaces de poursuite jusqu'à ce qu'elle renonce à sa plainte. Nous avons pu retrouver 8 des 12 infirmières concernées, et chacune nous a livré, avec ses mots, une version quasi identique de ce qui s'était passé. Elles avaient vu Okafor ivre, l'avaient signalé, puis avaient assisté à la lente destruction de leur carrière. Dans la plupart des cas, c'est Nakamura en personne qui orchestrait les représailles. L'équipe juridique de l'hôpital perfectionnait ses méthodes au fil du temps. Même la mère de l'enfant blessé, pourtant juriste, devait livrer un véritable combat. L'hôpital a essayé de faire transférer sa fille ailleurs, sous prétexte qu'ils n'étaient pas en mesure de lui offrir les soins nécessaires. Elle a dû se battre bec et ongles pour qu'elle reste le temps de la greffe. Jour après jour, de nouveaux obstacles administratifs surgissaient. Patricia Chen a alors saisi la justice pour transformer la plainte en action collective. Les avocats de l'hôpital ont tout fait pour s'y opposer, parfaitement conscients du risque financier. Les batailles juridiques ont duré des semaines, entre audiences à répétition et montagnes de dossiers déposés. Chacun campait sur ses positions. D'un côté, le schéma d'un comportement systématique, de l'autre, la thèse de simples incidents isolés. C'est alors qu'un rebondissement a tout changé. Le docteur Patel est passé par ma mère pour me contacter. Il voulait me voir discrètement, mais la peur des représailles le rongeait. Nous avons fixé un rendez-vous dans un parc à l'écart de la ville. Il est arrivé, le visage marqué par la fatigue, jetant des regards nerveux autour de lui. Je documente l'état d'Okafor depuis 2 ans. Il avait en main des photos, des vidéos, des notes détaillées sur des moments où il avait dû reprendre des opérations ou corriger des ordres dangereux. Il réunissait les preuves, attendant le bon moment pour agir. Votre combat m'a donné de l'espoir, mais j'ai peur. J'ai une famille, des crédits étudiants sur le dos, et mon visa dépend de mon poste ici. L'hôpital avait bien fait comprendre que tout médecin étranger jugé problématique risquait de voir sa situation remise en cause. Il voulait aider, mais cherchait des garanties. Patricia Chen, honnête, n'a rien promis. Des détectives privés qui filent une infirmière parce qu'elle a dénoncé un chirurgien ivre, l'hôpital qui dépense plus à couvrir l'affaire qu'à réparer une opération ratée. Nous avons mis en place un système pour qu'il puisse nous transmettre ces éléments en toute discrétion.
Il déposait des clés USB cryptées à des endroits convenus, que je récupérais avant de les remettre à l'équipe de Patricia. Les preuves apportées étaient accablantes. Des dizaines de cas où l'état d'Okafor avait mis en danger des patients. Le stress de Yamoto était devenu impossible à cacher. Elle avait maigri, ses mains tremblaient au bloc, elle s'emportait facilement contre ses collègues. Les infirmières chuchotaient sur sa santé qui se dégradait. Certaines compatissaient, conscientes qu'elle était prise au piège. D'autres lui en voulaient pour avoir fermé les yeux. Un soir, elle est venue chez moi, visiblement à bout, des cernes profonds sous les yeux, les mains tremblantes. « Je t'en supplie, arrête la procédure. Tu vas détruire Okafor et, avec lui, moi aussi. » Elle m'a proposé de l'argent, allant jusqu'à promettre d'hypothéquer sa maison si nécessaire. Je l'ai laissé parler sans mot dire. Elle a évoqué son amour pour Okafor malgré ses défauts, ses tentatives pour l'aider, la pression qu'elle subissait pour le couvrir. Elle a fini par avouer avoir trafiqué les médicaments pendant les opérations, persuadée que c'était la seule façon de limiter les dégâts. Elle était dans le déni total de sa responsabilité dans la mise en danger des patients. Lorsqu'elle est partie, j'ai consigné notre échange dans mon dossier. Patricia Chen a estimé que cet aveu sur la manipulation des médicaments était capital, preuve de sa conscience de culpabilité, et un élément décisif pour la suite. Mais pour ma part, j'étais écœurée de voir une soignante de plus broyée par ce système toxique. Finalement, face aux premières enquêtes des médias, le conseil d'administration de l'hôpital a commencé à réagir. Jusqu'ici, nous avions réussi à éviter la presse, mais l'ampleur des abus finissait par éclater au grand jour. Les journalistes multipliaient les demandes d'accès aux documents, interrogeaient d'anciens employés, recoupèrent les informations. Nakamura a multiplié les réunions de crise pour tenter de verrouiller la communication. De nouvelles consignes tombaient chaque semaine. Il était désormais formellement interdit de parler aux médias sans autorisation. Les règles sur les réseaux sociaux se sont durcies. À la moindre critique de l'hôpital, c'était la porte. L'ambiance devenait irrespirable, les responsables cherchant à tout prix à garder le contrôle. Tom m'a confié que le moral était au plus bas. Les infirmières demandaient leur mutation en masse. La satisfaction des patients s'effondrait, le personnel, épuisé, n'arrivant plus à assurer des soins de qualité. La culture toxique à laquelle Nakamura tenait tant était en train de miner l'hôpital de l'intérieur. Ma déposition s'est étalée sur plusieurs séances, au fil des nouveaux éléments. À chaque étape, les avocats de l'hôpital se montraient plus agressifs, attaquant mon intégrité, mes compétences, mes motivations. Ils produisaient de faux documents, y compris des expertises psychiatriques prétendant que je souffrais de troubles de la personnalité. Patricia Chen, imperturbable, répondait point par point. Elle avait rassemblé une équipe d'experts qui témoignaient des bonnes pratiques médicales, de la conduite à tenir face à un médecin défaillant, et des carences de l'hôpital sur les protocoles. Leurs témoignages confirmaient point par point ce que j'avais dénoncé. La pression financière m'écrasait. J'ai dû déménager dans un appartement minuscule, vendre mes meubles et recourir à l'aide alimentaire. Ma mère m'aidait quand elle le pouvait, mais cette dépendance me pesait. L'hôpital cherchait manifestement à me pousser à bout, à me faire craquer. Puis Catherine, l'infirmière qui avait dénoncé Okafor des années plus tôt, est revenue avec un atout décisif. Elle avait secrètement enregistré ses conversations avec Nakamura lors de son licenciement. Le son était mauvais, mais la voix de Nakamura restait reconnaissable quand elle la menaçait et avouait couvrir Okafor à cause de ses revenus. L'équipe de Patricia a fait authentifier les enregistrements grâce à une analyse vocale et ils ont été versés au dossier en dépit des contestations de l'hôpital sur leur recevabilité. Même s'ils ne passeraient peut-être pas devant les juges, ils nous donnaient un poids considérable dans les négociations. La position de l'hôpital vacillait. De plus en plus de familles se présentaient, bouleversées, des parents dont les enfants avaient eu des suites opératoires compliquées sous les mains d'Okafor, des adultes victimes d'infections ou de blessures après l'opération qui, avec le recul, semblaient franchement suspectes. Toutes ces histoires ne relevaient pas nécessairement d'une faute professionnelle formelle, mais une tendance inquiétante se dessinait, impossible à ignorer. Les preuves apportées par le docteur Patel mettaient en lumière les cas les plus graves. Un patient mort à cause d'une erreur évitable, alors qu'Okafor avait insisté pour l'opérer malgré une incapacité évidente, un adolescent resté handicapé à vie après une intervention bâclée, une vieille dame emportée par une défaillance d'organes, conséquence directe d'un médicament totalement contre-indiqué qu'Okafor lui avait prescrit. On avait toujours présenté ces cas comme de simples complications regrettables. Aux familles, on répétait que ce sont des choses qui arrivent, et les dossiers médicaux étaient soigneusement rédigés pour masquer la vérité. Seule une personne connaissant les dessous de l'affaire pouvait relier tous les points. La pression a fini par briser le docteur Yamoto. On l'a retrouvée inconsciente dans une salle de garde, victime d'une overdose des mêmes médicaments qu'elle administrait à Okafor. Elle a survécu, mais il a fallu la placer en soins intensifs. Impossible de garder l'incident secret au sein du personnel, même si la direction a tout fait pour en minimiser l'importance. La tentative de suicide de Yamoto a bouleversé même les plus fidèles de l'équipe. Certaines infirmières, jusque-là silencieuses, ont commencé à s'interroger sur leur propre rôle, et quelques-unes ont pris contact avec l'équipe de Patricia, prêtes à témoigner. Le mur du silence soigneusement érigé par Nakamura commençait à se fissurer. Pendant que Yamoto se remettait, ses parents sont venus de l'autre bout du pays pour la soutenir. Ils ont été effarés en découvrant l'implication de leur fille dans la dissimulation. Ils ont mandaté un avocat, laissant entendre qu'elle pourrait collaborer avec nous en échange d'une immunité pénale. Le conseil d'administration de l'hôpital a alors convoqué une réunion d'urgence, car plusieurs membres découvraient l'ampleur de la protection dont Okafor bénéficiait grâce à Nakamura. Ils ont exigé une enquête indépendante, bien que Nakamura ait tenté d'en restreindre le champ. L'enquêteur désigné était réputé pour son sérieux. Pendant ce temps, ma vie professionnelle était totalement à l'arrêt. Toutes mes candidatures étaient rejetées après vérification de mes références. Mon autorisation d'exercer était suspendue, suite aux plaintes de l'hôpital. Je donnais de mon temps dans des dispensaires, histoire de garder la main,
mais l'incertitude était lourde à porter. L'équipe de Patricia Chen préparait déjà la suite. Nous avions de quoi aller au procès, mais l'hôpital allait sûrement chercher à négocier pour éviter que le scandale n'éclate. Restait à savoir si une proposition sérieuse serait faite ou s'il ne s'agirait que d'un simple chèque pour acheter notre silence. Pour ma part, je voulais autre chose que de l'argent. Je voulais qu'Okafor perde son droit d'exercer, que Nakamura soit démise de ses fonctions et que de vraies mesures soient mises en place pour protéger les lanceurs d'alerte à l'avenir. Patricia m'a toutefois prévenu. Dans la plupart des accords à l'amiable, une clause de confidentialité m'aurait à jamais réduite au silence. L'enquête indépendante a interrogé des dizaines de salariés, anciens et actuels. Les premiers résultats confirmaient nos accusations. On avait la preuve de représailles systématiques, de manipulation de dossiers, d'une absence totale de réaction face à l'incompétence de certains médecins. La responsabilité de l'hôpital était écrasante. Nakamura, pour sauver la face, a limogé quelques cadres subalternes, prétendant qu'ils avaient manqué à leur devoir d'alerte. Elle s'est posée en victime d'une mauvaise communication, mais les enquêteurs n'étaient pas dupes et ont remonté la chaîne des décisions jusqu'à son propre bureau. À l'approche de l'hiver, la procédure judiciaire s'est accélérée. Audition du conseil, des chefs de service, des témoins, chaque nouvelle révélation renforçait notre dossier. L'assureur de l'hôpital, inquiet, commençait à faire pression pour qu'un accord soit trouvé. Mon réseau de soutien prenait de l'ampleur. Les infirmières qui avaient subi des représailles se sont organisées en groupes d'entraide. On se retrouvait chaque semaine pour échanger, se soutenir. Certaines avaient dû retrouver du travail et proposaient d'aider pour les références. D'autres étaient encore en pleine bataille. La petite fille au cœur de l'affaire initiale attendait toujours sa greffe. Son état restait stable, mais fragile. Sa mère nous donnait des nouvelles à chaque réunion juridique. Chaque report du procès, chaque délai, c'était du temps perdu pour cet enfant qui risquait de ne jamais recevoir de cœur à temps. Patricia Chen a alors soumis la demande de règlement, indemnisation pour toutes les infirmières concernées, financement d'un contrôleur indépendant chargé de surveiller l'hôpital, obligation de signalement pour toute incapacité médicale et protection des lanceurs d'alerte. Mais surtout, elle exigeait le licenciement d'Okafor et de Nakamura. La première réponse de l'hôpital n'a surpris personne. Ils proposaient une compensation bien inférieure à nos attentes et refusèrent de reconnaître la moindre faute. Aucun changement dans le personnel, ni dans les pratiques. Ils voulaient tout simplement acheter notre silence. Nous avons toutes refusé, solidaires. Nous avions déjà perdu notre carrière, nos économies, la paix de l'esprit. Il n'était pas question d'accepter un accord permettant à ces pratiques de continuer. Patricia s'est donc préparée au procès, avec la conscience que cela prendrait encore des mois. C'est alors que le docteur Patel a pris une décision courageuse. Il a accepté de témoigner à visage découvert, malgré les risques pour sa carrière et son titre de séjour. Son dossier minutieux et son témoignage direct seraient implacables pour la défense de l'hôpital. D'autres médecins ont laissé entendre qu'ils pourraient le suivre. Le conseil d'administration se retrouvait en pleine crise. La presse relayait l'affaire, le cours de leurs actions chutait, et les compagnies d'assurance menacèrent de rompre leur contrat. L'agence régionale de santé a annoncé une enquête. L'édifice bâti par Nakamura sur le mensonge et la peur s'écroulait. Dans une ultime manœuvre désespérée, Nakamura a essayé de me faire porter la responsabilité d'un vol de médicaments sous scellé. Des images de vidéosurveillance sont apparues comme par magie, montrant quelqu'un qui me ressemblait entrer dans la pharmacie sans autorisation. L'horodatage correspondait pourtant à un jour où je n'étais même pas de service. L'équipe de Patricia n'a pas mis longtemps à dévoiler la mascarade. Les images authentiques de ce jour-là prouvaient que j'étais bien en déposition au centre-ville. La vidéo truquée, franchement grossière, tenait plus de l'insulte à notre intelligence qu'à une manœuvre habile. Cela révélait jusqu'où Nakamura était capable d'aller pour sauver sa peau. L'ordre des infirmiers s'est alors empressé de rouvrir mon dossier. Avec le soutien de Patricia, j'ai pu démontrer noir sur blanc les représailles dont j'avais été victime. Yamoto qui débarque chez Sarah en pleine nuit, façon bonne fée des pilules, prête à hypothéquer sa maison pour défendre un copain complètement ivre. On frôle des sommets de déni jamais atteints dans la catégorie « Je soutiens mon homme ». Le conseil a été outré par l'ampleur du harcèlement systématique. J'ai été blanchie sans condition, et une enquête interne sur l'hôpital était enfin lancée. Alors qu'on commençait tout juste à reprendre le dessus, de nouvelles révélations ont fait surface. Okafor avait été signalé 3 fois en 10 ans au Conseil de l'Ordre des médecins, et à chaque fois, Nakamura avait volé à son secours, mobilisant l'hôpital pour discréditer les plaignants. Cette protection allait bien au-delà de ce que quiconque avait pu imaginer. Ma situation financière, elle, devenait critique. J'étais menacée d'expulsion malgré l'aide de ma mère, et ma santé commençait sérieusement à en pâtir. Pourtant, il était hors de question d'abandonner. Trop de gens comptaient sur cette affaire pour espérer enfin un vrai changement. C'est alors qu'un allié inattendu s'est manifesté. Un philanthrope, ayant perdu sa femme à la suite d'une erreur médicale, a lu un article sur notre combat et a fondé un fonds de soutien dédié aux lanceurs d'alerte dans le secteur de la santé, permettant de couvrir nos frais de subsistance pendant la procédure. Un véritable miracle au moment où j'en avais le plus besoin. À l'approche du procès, l'hôpital est revenu avec une offre de règlement nettement améliorée, reprenant la plupart de nos demandes, tout en ménageant Nakamura, qui aurait droit à une indemnité de départ conséquente et resterait autorisé à exercer. C'était un progrès, mais encore loin du compte. Alors nous avons poursuivi la préparation du procès avec une détermination renouvelée. L'équipe de Patricia a passé chaque dossier au peigne fin, tout était prêt, même si les tentatives d'intimidation persistaient. La vérité allait enfin se frayer un chemin jusque devant le tribunal. Le week-end précédant l'ouverture du procès, Yamoto nous a contactés via son avocate. Je suis prête à tout balancer, même ce que vous ignorez encore. Son témoignage promettait de faire toute la lumière sur la corruption ambiante. Elle a révélé que Nakamura touchait des pots de vin de laboratoire pour promouvoir certains médicaments et qu'Okafor pratiquait des opérations inutiles, histoire de gonfler la facture. On était bien au-delà d'une simple dissimulation d'incompétence. Il s'agissait de véritables délits. Patricia Chen a immédiatement alerté les autorités.
ce qui n'était à l'origine qu'une affaire de faute médicale, prenait désormais une tournure criminelle. Des agents fédéraux ont interrogé les témoins, saisi des dossiers. À mesure que les preuves s'accumulaient, l'affaire prenait de l'ampleur. Mis sous pression par la menace de poursuites pénales, le conseil d'administration de l'hôpital a fini par trancher sans ménagement. Nakamura a été licencié sur le champ, sans indemnité, et Okafor signalé à l'ordre. Toutes nos exigences de règlement ont été acceptées, et même dépassées. Pourtant, cette victoire avait un goût amer. J'étais seule, dans mon appartement vide, entourée de dossiers, ma carrière en miettes, mes économies envolées, et une confiance dans le système de santé sérieusement écornée. La justice suivait enfin son cours, mais le prix à payer était lourd. Mes collègues infirmières ressentèrent la même amertume. Nous avions gagné, mais à quel prix? Certaines étaient trop éprouvées pour envisager de reprendre le travail. D'autres se débattaient avec la culpabilité de n'avoir rien dit plus tôt. Les blessures morales mettraient du temps à guérir. Pourtant, il y avait quelques lueurs d'espoir. De jeunes infirmières nous écrivaient pour nous remercier d'avoir ouvert la voie. Les hôpitaux de la région se penchaient à nouveau sur leur politique de soutien aux lanceurs d'alerte, et les écoles de médecine commençaient à insister sur l'obligation de signaler les collègues dangereux. 2 semaines avant Noël, la petite fille a reçu sa greffe du cœur. Sa mère nous a envoyé des photos d'elle, souriante malgré les cicatrices. Elle vivrait grâce à notre combat pour la justice, même si cela nous avait tout coûté. Au moment de préparer la conférence de règlement finale, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru. Le système avait tout tenté pour m'écraser, mais, porté par la solidarité inattendue d'alliés et une colère légitime, j'avais tenu bon. Lors de la conférence, les montants et les délais seraient enfin fixés, des contrôleurs indépendants vérifieraient que l'hôpital tenait ses promesses, et de nouvelles mesures protégeraient les futurs lanceurs d'alerte. Ce n'était pas la justice parfaite, mais c'était déjà une avancée. J'ai regardé ma licence d'infirmière, toujours valable malgré l'acharnement. Ma carrière finirait par se reconstruire. Mes collègues et moi guéririons. Et surtout, les patients seraient désormais mieux défendus parce que nous avions refusé de nous taire. Patricia Chen m'a appelé pour les derniers ajustements. L'hôpital veut régler avant la réouverture des marchés lundi. Ils vont reconnaître leurs torts, appliquer tous les changements exigés et indemniser chacun équitablement. Nakamura est poursuivi pénalement. Okafor ne pourra plus jamais exercer la médecine. Demain marquerait la fin de ce chapitre. Mais ce soir-là, j'étais réunie chez ma mère avec les autres infirmières, devenues une famille. On a tenu tête à un système pourri et on a gagné. Ça nous a coûté cher, mais la victoire est bien là. La vérité a enfin triomphé. La conférence de règlement devait avoir lieu lundi matin. J'ai passé le week-end à remettre de l'ordre une dernière fois dans toute ma paperasse, classant chaque preuve chronologiquement. Mes mains tremblaient en revoyant les emplois du temps falsifiés, les notes manuscrites sur chaque représaille, les mails imprimés qui documentèrent la campagne menée contre moi. Le dimanche soir, Patricia Chen m'a rappelé pour arrêter ensemble notre dernière stratégie. Le conseil d'administration a autorisé leurs avocats à régler l'affaire, quel qu'en soit le prix. L'enquête pénale les avait plongés dans la peur. Les agents fédéraux continuaient de fouiller les bureaux et d'interroger les employés. Les membres du conseil d'administration, jusqu'alors inconscients des agissements de Nakamura, cherchèrent désormais à se dégager de toute responsabilité. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil cette nuit-là. Chaque fois que je tentais de dormir, je revoyais le sang de cette fillette s'étaler sur le sol de la salle d'opération. Je pensais à tous les autres patients que le docteur Okafor avait mis en danger, pendant que les administrateurs faisaient tout pour le couvrir. Le poids de ce que nous avions découvert m'écrasait. Le lundi matin est arrivé, froid et morose. J'ai enfilé la seule tenue professionnelle qu'il me restait, les autres ayant été vendus pour payer le loyer. Ma mère est venue me prendre très tôt et nous avons roulé jusqu'au cabinet d'avocat sans échanger un mot. Elle m'a serré la main quand nous sommes entrés dans le parking souterrain. À notre arrivée, la salle de réunion était déjà pleine. L'équipe de Patricia Chen occupait un côté de la grande table. Les avocats de l'hôpital étaient en face, accompagnés de plusieurs membres du conseil que je reconnaissais. Nakamura et Okafor étaient absents, chacun devant maintenant faire face à ses propres soucis judiciaires. L'avocat principal de l'hôpital a ouvert la séance en lisant une déclaration soigneusement préparée. Le conseil reconnaissait des dysfonctionnements majeurs dans la gestion de l'inaptitude médicale et dans la protection des lanceurs d'alerte. Ils admettaient leurs responsabilités dans les représailles dont j'avais fait l'objet, comme d'autres avant moi. Mais après tout ce que nous avions subi, ces paroles sonnaient terriblement creux. Patricia Chen a alors exposé nos exigences. Chaque infirmière contrainte au départ pour avoir signalé des problèmes sera intégralement indemnisée pour la perte de salaire, la carrière brisée et le préjudice moral. L'hôpital financera pendant 5 ans un comité de surveillance indépendant. Un protocole de signalement obligatoire sera instauré sans délai. Et surtout, un fonds conséquent sera dédié à garantir les soins médicaux continus de la fillette. Les négociations ont duré toute la matinée. On s'est disputé sur les montants, les délais, la formulation précise des nouvelles politiques. Je suis restée silencieuse, laissant Patricia gérer la partie technique. À plusieurs reprises, des membres du conseil m'ont lancé des regards chargés de honte. Ils comprenaient enfin le prix humain de leur complaisance. Pendant une pause, je suis sortie prendre un peu l'air. Dans le couloir, j'ai croisé l'une des avocates de l'hôpital, celle qui m'avait interrogée avec tant de dureté lors des auditions. Elle s'est approchée, mal à l'aise, puis m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque personnel et un mot manuscrit dans lequel elle s'excusait d'avoir contribué à discréditer mon témoignage. Avant que je puisse réagir, elle avait déjà disparu. De retour dans la salle de réunion, on a présenté les termes définitifs de l'accord. Les indemnités allaient au-delà de nos attentes initiales, les mécanismes de contrôle étaient de plus stricts qu'espérés. Ils ont accepté d'informer tous les patients opérés par Okafor alors qu'ils n'étaient plus aptes, s'exposant à de nouvelles poursuites. C'était un recul total, mais un membre du conseil a tenu à ajouter une clause. Il voulait que je signe un accord de confidentialité, m'interdisant de parler publiquement de l'affaire. Patricia Chen s'y est opposée aussitôt, mais j'y ai réfléchi.
J'avais envie de tourner la page, mais je savais aussi que le silence avait permis tout cela. Après de vifs échanges, on a trouvé un compromis. Je m'engageais à ne pas rechercher l'attention des médias, ni écrire sur l'affaire à des fins commerciales. En revanche, je pourrais librement témoigner dans des contextes professionnels de l'importance de signaler les médecins inaptes et soutenir d'autres infirmières confrontées à des représailles. La vérité ne serait donc pas totalement étouffée. La signature a pris encore 1 heure, chaque document nécessitant une multitude de paraphes et d'authentification. À force d'écrire mon nom, ma main me faisait mal. À chaque signature, je ressentais un mélange de soulagement et d'épuisement. Nous avions gagné, mais la victoire avait un goût amer au regard de tout ce que nous avions perdu. Au moment de partir, le président du conseil s'est approché de moi. C'était un homme âgé, présent dans l'institution depuis 20 ans. La voix tremblante, il s'est excusé personnellement d'avoir failli à ses devoirs de vigilance. Il m'a promis que l'hôpital allait changer, que mon sacrifice protégerait les patients à venir. Patricia Chen m'a alors prévenu que le versement des fonds prendrait encore quelques semaines, mais elle avait prévu une avance pour mes besoins immédiats. Le chèque qu'elle m'a remis représentait plus d'argent que je n'en avais jamais eu entre les mains, mais il paraissait bien maigre face à la carrière que j'avais perdue. Cet après-midi-là, je retrouvais les autres infirmières de notre groupe de soutien. Nous nous sommes réunis chez Catherine pour partager la nouvelle. Chacune allait être indemnisée, même si le montant variait selon son histoire. Mais le plus important, c'est que les réformes que nous avions exigées allaient enfin voir le jour. Pourtant, l'ambiance était lourde. Sébastien confiait qu'il faisait encore des cauchemars depuis son licenciement. Maria, elle, avait décidé de quitter définitivement le monde de la santé, trop marquée pour y retourner. Je me demande combien d'infirmières, ailleurs dans le pays, subissent la même pression financière en tentant de signaler des dérives. Existe-t-il ailleurs un fonds d'aide de ce genre? Nous avions gagné la bataille, mais la guerre nous avait toutes profondément marquées. Catherine a ouvert une bouteille de vin et nous avons trinqué à notre détermination. Nous avions tenu tête à un système corrompu et nous l'avions emporté, mais en regardant autour de moi ces collègues courageuses, je voyais ce que cette victoire nous avait coûté. Des carrières brisées, la confiance sapée, des vies bouleversées, la justice avait un prix terrible. Les jours suivants ont été particulièrement agités. L'hôpital a annoncé le licenciement de Nakamura et le lancement de poursuites pénales. Un communiqué de presse habilement rédigé a été publié, mettant en avant leur engagement envers la sécurité des patients et remerciant les employés qui avaient osé s'exprimer. Aucune mention des années de dissimulation, ni des vies brisées. Le Conseil de l'Ordre a officiellement révoqué le droit d'exercer du Dr Okafor, en détaillant les nombreux cas de pratiques en état d'incapacité, de harcèlement sexuel et de mise en danger des patients. Il allait comparaître pour des actes chirurgicaux injustifiés, révélés par le Dr Yamoto. Sa chute était totale et parfaitement justifiée. Yamoto, elle, a passé un accord avec le parquet. En échange de son témoignage contre Nakamura et Okafor, elle a eu droit à une mise à l'épreuve et à un suivi psychologique obligatoire. Sa licence médicale a été suspendue pour 2 ans. Elle devra prouver qu'elle s'est réhabilitée avant de pouvoir reprendre son métier. Un jour, j'ai reçu un appel de la mère de la fillette qui avait eu besoin d'une greffe du cœur. Je vous remercie d'avoir eu le courage de parler, même si cela vous a tout coûté. Ma fille se remet bien de l'opération. Elle m'a proposé de venir la voir quand sa fille serait remise sur pied, et je lui ai promis de passer. Le comité de surveillance indépendant s'est aussitôt mis à l'œuvre. Il a auditionné le personnel en place, revu les procédures et instauré de nouveaux systèmes de signalement. Tom, qui m'avait toujours soutenu discrètement, a été nommé référent pour le personnel. Il m'a appelé pour me tenir au courant des changements. Plusieurs hôpitaux de la région se sont alors adressés au cabinet de Patricia Chen, motivés par la volonté d'améliorer d'eux-mêmes leur protocole de signalement. Ils avaient vu les conséquences quand rien n'était fait et tenaient à éviter de subir le même sort. Notre affaire faisait bouger tout le secteur de la santé. Ma mère, de son côté, m'a aidé à chercher un nouveau poste. Mon autorisation d'exercer était préservée et l'accord me garantissait une certaine stabilité financière. Mais je n'étais pas prête à retourner au chevet des patients. Le traumatisme était trop récent. Je me suis donc tournée vers des rôles dans la défense des patients et la sécurité des soins. Un soir, Sarah m'a appelée avec une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Le personnel infirmier a voté pour que le prix annuel d'excellence de l'hôpital porte ton nom. Il sera remis chaque année à une infirmière ayant fait preuve d'un courage moral exceptionnel. L'administration a validé ce choix dans le cadre de ses réformes. J'en ai pleuré, mais ce n'était pas vraiment de la joie, plutôt un mélange d'émotions difficiles à démêler. On me récompensait pour avoir fait ce qui, à mes yeux, devrait être naturel pour toute infirmière, protéger les patients. Qu'il faille un courage exceptionnel pour cela en disait long sur l'état du système. Le docteur Patel, qui avait pris tous les risques pour rassembler des preuves, a été promu à un poste de direction en chirurgie. Il était désormais chargé de mettre en place de nouveaux protocoles pour mieux contrôler l'aptitude des médecins. Il m'a appelé pour me dire que je l'avais inspiré à enfin agir sur ce qu'il savait depuis des années. Les procédures pénales, elles, avançaient lentement. Nakamura était poursuivie pour fraude, complot et obstruction. Ses avoirs étaient gelés et elle risquait une lourde peine de prison. Celle qui avait eu tant d'emprise sur nous apparaissait désormais menottée au tribunal. J'ai assisté à une audience. J'avais besoin de la voir répondre de ses actes. Elle m'a semblé bien plus fragile que dans mes souvenirs, ses tailleurs de luxe remplacés par une tenue de détenue. Quand nos regards se sont croisés, je n'ai rien lu de semblable au remords, seulement de la colère d'avoir été démasquée. Elle restait persuadée d'avoir agi correctement. L'argent de l'accord est enfin arrivé. J'ai pu solder mes dettes, rembourser ma mère et mettre de côté pour mes études. Le reste est allé sur un compte épargne. J'avais compris à quelle vitesse la sécurité financière pouvait s'envoler dès lors qu'on s'opposait à des puissants. Patricia Chen m'a invité à parler lors d'un congrès sur l'éthique médicale. J'ai hésité, craignant de devoir revivre publiquement tout cela, mais en pensant à toutes les infirmières susceptibles d'être confrontées au même dilemme, j'ai accepté. Si mon histoire pouvait aider d'autres à oser s'exprimer, cela valait la peine. Le congrès avait lieu dans un centre hospitalier universitaire. Face à un public de soignants et d'étudiants,
J'avais la voix tremblante au début, puis j'ai trouvé ma force en m'appuyant sur la vérité de mon témoignage. J'ai expliqué comment la peur des représailles réduit au silence les professionnels de santé et met les patients en danger. Après mon intervention, ils ont été des dizaines à venir me voir, certains partageant leurs histoires, me racontant avoir été témoins de dérives ou avoir subi des pressions, d'autres me remerciant de leur avoir donné des pistes pour affronter de telles situations. Une étudiante en médecine m'a confié que mon témoignage avait changé sa façon de concevoir ses responsabilités. Peu à peu, d'autres invitations sont arrivées. Les écoles d'infirmières voulurent que je parle à leurs élèves de l'éthique professionnelle, des hôpitaux sollicitèrent mon aide pour bâtir leur politique de lanceur d'alerte. Sans l'avoir prémédité, je m'étais engagée sur une nouvelle voie, la défense des patients. La petite fille qui avait frôlé la mort sur la table d'opération a eu 13 ans. Sa mère m'a envoyé une photo d'elle prise à son anniversaire. Elle riait, entourée d'amis, ses cicatrices cachées sous un pull coloré. Elle était en vie parce qu'une infirmière avait refusé de se taire. 6 mois après l'accord, je suis retournée à l'hôpital pour la première cérémonie de remise du prix d'excellence. Revenir dans ces couloirs familiers a été plus difficile que je ne l'aurais cru. Les souvenirs d'intimidation, d'isolement, de la destruction méthodique de ma carrière me sont revenus en pleine face. Mais j'ai aussi vu des changements. De nouvelles affiches expliquaient comment signaler les soucis de sécurité. Des collègues qui m'évitaient autrefois venaient désormais me saluer avec respect. La culture toxique laissée par Nakamura commençait à céder la place à une culture de la transparence. La cérémonie se déroulait dans l'amphithéâtre où Nakamura tenait auparavant ses réunions intimidantes. Cette fois, le nouveau chef du service médical a parlé de l'importance du courage moral en santé. Quand mon nom a été annoncé pour le prix, toute la salle s'est levée pour applaudir. La première lauréate était une jeune infirmière qui avait signalé des erreurs de médication malgré les pressions pour garder le silence. Grâce à notre affaire, elle avait compris que parler n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était maintenant protégé. En lui remettant le trophée, j'ai reconnu dans son geste le même courage qui m'avait animé autrefois. Ce soir-là, j'ai partagé un dîner avec ma mère et les infirmières qui étaient devenues ma seconde famille. Nous avions toutes emprunté des chemins différents. Certaines étaient retournées travailler dans d'autres hôpitaux, d'autres s'étaient réorientées vers l'administration ou l'enseignement. Malgré tout, nous avions tenu bon, mieux. Nous avions rebondi. En rentrant, je suis passée devant l'appartement où j'avais vécu au plus fort des représailles. De nouveaux locataires occupèrent les lieux, complètement ignorants des nuits blanches et angoissées que j'y avais passées, submergés par des dossiers juridiques. J'avais tourné la page, certes, mais les souvenirs restaient tenaces. Mon nouveau poste de consultante en sécurité des patients accaparait toute mon énergie. Je parcourais la région pour accompagner les hôpitaux dans la mise en place de systèmes de signalement plus efficaces. Chaque établissement avait sa propre culture, pourtant je retrouvais partout la même peur du scandale et cette chape de silence qui avait permis le pire dans mon ancien service. Au fil d'une mission, j'ai croisé une infirmière qui m'a rappelé moi-même quelques années plus tôt. Elle avait assisté à un incident grave, mais n'osait pas le déclarer. J'ai pris le temps de lui raconter mon parcours et de lui expliquer les protections désormais prévues pour les lanceurs d'alerte. Lorsqu'elle a finalement franchi le pas et rédigé son rapport, j'ai retrouvé ce sentiment d'utilité qui m'avait tant manqué depuis mon départ. Les procès ont abouti à des verdicts nuancés. Nakamura a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation, 5 ans de prison seulement au vu des conséquences, mais le signal envoyé était fort pour tous ceux qui seraient tentés de couvrir des médecins dangereux. Okafor, lui, a reconnu sa culpabilité pour éviter une sanction plus lourde. 3 ans de prison et l'interdiction définitive d'exercer. Lors de son audience, les familles des victimes ont pris la parole. Leur douleur était visible, mais aussi leur soulagement de savoir qu'il ne nuirait plus jamais. Quant au docteur Yamoto, elle a terminé sa probation et son suivi psychologique. Elle a pris la peine de m'écrire pour s'excuser d'avoir fermé les yeux sur les actes d'Okafor. Elle tente désormais de rebâtir sa vie et sa carrière dans un centre de rééducation. Je n'ai pas répondu, mais j'espère sincèrement qu'elle aura tiré les leçons de ses erreurs. 1 an après la signature de l'accord, le comité de surveillance a publié son premier rapport. L'hôpital a accompli de vrais progrès pour instaurer une culture de la sécurité, le signalement d'incidents a grimpé en flèche, et plusieurs médecins à risque ont pu être identifiés et épaulés avant qu'ils ne mettent des patients en danger. Le rapport mettait en avant le courage des infirmières qui avaient tout risqué pour révéler la vérité, et soulignait que le véritable changement n'avait eu lieu que lorsque des lanceuses d'alerte avaient imposé la responsabilité aux dirigeants. Enfin, l'hôpital devenait ce qu'il aurait toujours dû être, un endroit où la sécurité des patients passe avant tout. J'ai poursuivi mes interventions en conférences, conseillé d'autres hôpitaux, embarqué dans un mouvement plus vaste pour la protection des lanceurs d'alerte en santé. Les lois se durcissaient, les politiques évoluaient, les mentalités aussi, lentement mais sûrement. Les avancées étaient parfois timides, mais elles étaient bien réelles. Le soir, il m'arrivait de repenser à ce jour où j'aurais pu me taire au bloc opératoire. Combien d'autres victimes auraient compté Okafor? Combien d'infirmières auraient été poussées vers la sortie pour avoir parlé? Je savais que je n'avais pas vraiment eu le choix. L'indemnisation m'avait offert une sécurité matérielle, mais c'est de voir le système évoluer qui me donnait le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. À chaque nouvelle politique protégeant les lanceurs d'alerte, à chaque infirmière se sentant un peu plus en sécurité pour signaler un problème, à chaque patient épargné d'une erreur évitable, le sacrifice prenait tout son sens. Ma relation avec ma mère s'était renforcée à travers cette épreuve. Passer d'une carrière brisée à des honoraires de consultante, c'est un sacré virage pour notre héroïne lanceuse d'alerte, qui transforme son traumatisme en témoignages et conférences, pendant que Nakamura troque ses tailleurs pour la tenue de détenue. Ma mère avait été mon ancre quand tout s'effondrait. Aujourd'hui, nous nous retrouvions chaque semaine autour d'un dîner, sans plus jamais avoir à parler de procédures ou de finances. On pouvait simplement profiter de la présence l'une de l'autre. Les infirmières de notre groupe de soutien sont restées proches, on célébrait nos victoires, on s'épaulait dans les moments de doute. Catherine est devenue formatrice,
enseignant l'éthique aux étudiantes infirmières. Sébastien a monté une association pour soutenir les lanceurs d'alerte dans le secteur de la santé. Toutes et tous, nous avions trouvé du sens à notre combat. 2 ans après cette opération qui a tout bouleversé, j'ai reçu un message inattendu. La petite patiente, devenue une adolescente rayonnante, souhaitait me rencontrer. Sa mère avait organisé un déjeuner. J'étais nerveuse. Je ne savais pas trop comment évoquer avec elle un drame qui avait tant marqué nos vies. Elle respirait la joie de vivre. Et rien, hormis la cicatrice sous sa chemise, ne trahissait l'épreuve traversée. Elle m'a remercié de lui avoir sauvé la vie. J'ai tenté de nuancer, d'expliquer que beaucoup avaient contribué, mais elle a insisté. C'est parce que vous avez eu le courage de parler que tout a changé. Au fil de la discussion, elle m'a confié son rêve de devenir médecin. Je veux être le genre de médecin qui n'opère jamais en étant diminué, qui ose dénoncer les injustices quand il en voit. Savoir que mon engagement avait inspiré sa vocation a fermé la boucle. L'hôpital, lui, poursuivait sa transformation. Une nouvelle direction misait sur la transparence et la responsabilité. J'y étais régulièrement invitée pour sensibiliser le personnel à l'importance du signalement. L'endroit qui avait tenté de m'abattre me tenait désormais en exemple. Je ne suis jamais revenue au chevet des patients, trop marquée par le passé, mais à travers le conseil et le plaidoyer, j'apportais ma pierre à l'édifice de la sécurité dans de nombreux établissements. J'évitais à d'autres soignantes de revivre ce que j'avais subi. Ma vie a trouvé un nouvel équilibre. Mes journées étaient rythmées par un travail porteur de sens, mes soirées entourées d'amis qui connaissaient mon histoire, mes week-ends consacrés au bénévolat dans des dispensaires où je pouvais encore exercer mes compétences d'infirmière. Ce n'était pas la vie à laquelle j'aspirais autrefois, mais elle était riche de sens. Le prix d'excellence qui porte mon nom continue d'être remis chaque année. Chaque lauréate me rappelle pourquoi ce combat valait la peine d'être mené. De jeunes soignantes refusant de compromettre la sécurité des patients, osant affronter les puissants pour dire la vérité. Elles m'inspirent confiance pour l'avenir du métier. Parfois, je croisais d'anciens collègues restés silencieux pendant l'affaire. Certains s'excusaient de leur manque de courage, d'autres détournaient les yeux. Je ne leur en ai jamais voulu. La peur a un pouvoir immense et tout le monde n'a pas la force d'y faire face. J'étais simplement reconnaissante d'avoir eu, au moment crucial, le courage de passer à l'action. Les répercussions de notre affaire se faisaient encore sentir. Dans d'autres régions, la protection des lanceurs d'alerte avait été renforcée. Les facultés de médecine intégraient désormais des modules pour sensibiliser au signalement des collègues en difficulté. Et les systèmes de santé investissaient dans la création d'un climat où l'on pouvait s'exprimer sans crainte. Le changement avançait lentement, mais il était bien réel. Lors de soirées calmes, je repensais souvent aux victimes du docteur Okafor, pas seulement à la fillette qui avait survécu, mais à tous ces patients qui avaient souffert pendant des années, tandis que les responsables détournèrent les yeux. Leur douleur avait finalement abouti à la justice et à des réformes. Elle n'avait pas été vaine. Mon appartement, modeste mais chaleureux, était décoré de lettres de remerciements envoyées par des infirmières que j'avais aidées et de photos prises lors de mes interventions, symbolisant une vie reconstruite sur des ruines, différentes de celles que j'avais imaginées, mais sincères et pleines de sens. L'argent du dédommagement était resté presque intact, un filet de sécurité que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Cette sécurité financière n'effaçait pas le souvenir d'avoir dû vendre mes biens pour survivre, mais elle m'apportait une certaine sérénité. Je pouvais poursuivre mon engagement sans craindre pour mes revenus. Patricia Chen et moi étions restés en contact. Grâce à notre affaire, elle avait monté un cabinet spécialisé dans la défense des lanceurs d'alerte du milieu médical. Parfois, elle m'appelait pour me donner des nouvelles ou partager de nouveaux dossiers, me rappelant toujours que mon courage avait ouvert la voie à d'autres pour réclamer justice. La transformation de l'hôpital faisait désormais figure d'exemple. Ils avaient publié le récit de leur passage de la corruption à la responsabilité, assumant le choc qui avait tout déclenché. D'autres responsables venaient apprendre de leurs erreurs et de leurs succès. J'ai découvert, à ma grande surprise, combien il était gratifiant d'accompagner de jeunes infirmières qui me sollicitaient après avoir entendu parler de mon histoire. Confrontées à des dilemmes éthiques, elles cherchèrent des conseils. Je les aidais à s'orienter dans les systèmes de signalement, à comprendre leurs droits et à trouver la force de faire ce qui est juste. Ma santé physique s'était remise du stress de l'épreuve. L'exercice régulier et la thérapie m'avaient aidé à retrouver l'équilibre, aussi bien dans mon corps que dans ma tête. Les cauchemars avaient cédé la place à un sentiment d'accomplissement et de légitimité. J'avais traversé une épreuve qui aurait pu me briser. 3 ans après l'accord, le comité de surveillance publiait son rapport final. L'hôpital avait réellement changé de culture. Les indicateurs de sécurité des patients étaient en nette amélioration, la satisfaction du personnel atteignait des sommets, et l'atmosphère toxique qui avait permis le drame avait disparu. Le comité soulignait que cette transformation durable n'aurait jamais été possible sans les lanceurs d'alerte qui avaient imposé la responsabilité. Leurs recommandations étaient claires. Il fallait mettre en place des systèmes de signalement fiables avant d'être confrontés à la crise. Notre souffrance était devenue un signal d'alerte. Je continuais à voyager et à intervenir, mais désormais animée d'une force nouvelle, non plus portée par la blessure. Mon message avait évolué. Là où j'avertissais autrefois contre les représailles, je portais maintenant une vision optimiste d'un système de santé où la transparence et la sécurité du patient passent avant tout le reste. La jeune infirmière qui avait reçu le premier prix d'excellence à mon nom m'a contactée. Elle occupait désormais un poste à responsabilité et mettait en place des protocoles de sécurité innovants. C'est votre histoire qui m'a donné le courage de toujours placer les patients en priorité. L'héritage continuait de vivre à travers elle. Peu à peu, ma vie s'était réorganisée autour de nouveaux repères. Matinées consacrées à conseiller des hôpitaux souhaitant améliorer leur culture, après-midi passées à écrire recommandations et protocoles, soirées entourées d'amis qui étaient devenus ma famille, à force d'avoir traversé tant d'épreuves ensemble, week-end dédiés au bénévolat et à l'accompagnement. La colère qui m'avait consumée s'était muée en une détermination à épargner à d'autres ce que nous avions traversé. Chaque politique réformée,
Chaque infirmière encouragée à parler, chaque patient protégé d'un préjudice évitable rendait hommage à notre combat. Ma mère restait mon soutien indéfectible. Elle m'avait vu vaciller, puis me reconstruire avec une force nouvelle. Nos dîners hebdomadaires étaient devenus des célébrations de la résilience. Elle était fière de la femme que j'étais devenue à travers cette épreuve. Il m'arrivait de songer à la vie que je n'avais pas choisie, à la carrière paisible qui aurait été la mienne si j'étais restée silencieuse. Mais à quoi bon avoir des regrets? Cette petite fille était en vie parce que j'avais parlé. D'innombrables patients étaient désormais en sécurité parce que nous avions révélé la vérité. Le prix payé avait été lourd, mais sa valeur inestimable. Ma nouvelle existence avait un sens que j'aurais été incapable d'imaginer dans ces moments sombres. J'avais trouvé un sens à ma douleur et une transformation à travers mon traumatisme. Le système qui avait tenté de me faire taire avait en réalité amplifié ma voix dans la communauté médicale. Alors que je me préparais à intervenir une fois encore, je regardais une dernière fois ma licence d'infirmière avant de la ranger. Elle représentait une carrière que je n'exerçais plus, mais des valeurs qui m'habitaient toujours. D'abord, ne pas nuire. Protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Dire la vérité, même quand le pouvoir cherche à l'étouffer. Ce soir-là, le public était composé d'étudiants en soins infirmiers, des jeunes visages pleins d'enthousiasme à l'idée de débuter leur carrière. Je leur ai raconté mon histoire, non pour leur faire peur, mais pour les préparer. Le secteur de la santé a besoin d'infirmières et d'infirmiers suffisamment courageux pour dénoncer les injustices, assez solides pour résister aux représailles et assez engagés pour aller jusqu'au bout afin que la justice l'emporte. À leurs questions, je sentais qu'ils avaient saisi le message. Ils voulaient savoir comment repérer une personne en difficulté, comment signaler un problème en toute sécurité, comment soutenir un collègue qui ose s'exprimer. Ils entrèrent dans le monde de la santé avec la lucidité de ses grandeurs et de ses failles. Grâce à ce que nous avions vécu, ils seraient mieux armés pour défendre la sécurité des patients. En regagnant ma voiture après la conférence, j'ai ressenti une profonde satisfaction, celle d'avoir accompli ma mission. Un nouveau groupe de futurs infirmiers prêts à défendre les patients, une nouvelle institution qui remet en question ses habitudes, une avancée de plus vers le système de santé que les malades méritent. Mon téléphone a vibré, c'était un message de Sarah. L'hôpital allait inaugurer un nouveau centre dédié à la sécurité des patients, en hommage à toutes celles et tous ceux qui avaient mis leur carrière en jeu pour faire éclater la vérité. Il tenait à ce que nous soyons tous présents pour l'ouverture. Un signe de plus du chemin parcouru depuis les années marquées par la peur et le silence. J'ai traversé la ville, celle où ma vie avait volé en éclats avant de se reconstruire, longé l'hôpital où j'avais exercé et qui avait changé du tout au tout, passé devant le tribunal où la justice avait enfin été rendue, croisé le petit appartement où j'avais presque tout abandonné. Chaque endroit me rappelait un chapitre de mon histoire. Demain réserverait son lot de défis, d'institutions à accompagner, de jeunes infirmières à guider. Mais ce soir-là, je ressentais surtout de la gratitude, d'avoir trouvé la force de parler, envers celles et ceux qui m'avaient épaulé, d'avoir pu transformer ma blessure en quelque chose de positif. La fillette dont le sang avait taché le sol du bloc était devenue une adolescente pleine de vie, rêvant elle-même d'une carrière médicale. Les praticiens dangereux n'avaient plus le champ libre. Les soignants se sentaient désormais en confiance pour signaler ce qui n'allait pas. Les responsables savaient ce que coûte l'indifférence au profit des patients. On avait changé la donne. Ma vie n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais imaginé, mais elle avait trouvé son sens. Je l'avais trouvée dans l'engagement, la famille, la solidarité entre ceux qui avaient traversé la tempête, dans le combat lui-même. L'infirmière que j'étais, des années plus tôt, n'aurait sans doute pas reconnu la personne que je suis devenue. En rentrant chez moi, mon regard a croisé la photo encadrée envoyée par la maman de la fillette pour le dernier anniversaire de sa fille. Une ado radieuse, riant avec ses amis, vivante, parce qu'une infirmière avait refusé de se taire. Tous ces sacrifices n'avaient pas été vains. Je me suis préparée à aller dormir, le cœur apaisé par la certitude que demain m'offrirait de nouvelles occasions de défendre les patients et d'accompagner les soignants. Le combat pour plus de transparence et de responsabilité dans le secteur de la santé continuait. Mais ce soir, je pouvais m'endormir en paix, consciente que notre engagement avait fait la différence. La vérité avait fini par s'imposer, non pas grâce à des révélations tapageuses ou à une justice expéditive, mais à force de batailles juridiques, de réformes et de changements de mentalité. Nous avions mis à bas un système défaillant et contribué à en bâtir un meilleur. Mon parcours s'inscrivait désormais dans une histoire collective, celle de la responsabilité dans le soin, non en héroïne solitaire, mais comme preuve du courage que peuvent avoir des femmes et des hommes ordinaires face à l'intimidation institutionnelle. Nous avions prouvé qu'il était possible de s'opposer à un système puissant et de l'emporter. Aujourd'hui, le sommeil venait sans peine, loin des nuits d'angoisse vécues sous la menace. Plus besoin de surveiller la porte ou de changer d'itinéraire, plus de messages anonymes ni de pièges, juste la paix d'avoir défendu ce qui était juste, quel qu'en ait été le coup. Demain apporterait ses propres défis, mais je les affronterais avec la force née d'avoir surmonté le pire. J'avais été mise à l'épreuve comme jamais et, si je n'en étais pas sortie indemne, j'en étais sortie debout. Mon parcours, de soignante au chevet à défenseur des patients, avait été difficile mais indispensable. Chaque intervention, chaque prise de parole, chaque moment de transmission était une forme d'hommage à celles et ceux qui avaient souffert en silence. Leur voix résonne désormais à travers la mienne. Le prix d'excellence qui porte mon nom continuera de distinguer les infirmières et infirmiers qui font preuve de courage. Les politiques de contrôle protégeront encore et toujours les patients. Les changements de mentalité leur survivront. Nous avions su transformer la douleur en véritable moteur de changement. J'ai fermé les yeux, reconnaissante pour le chemin parcouru. La petite fille avait un nouveau cœur et toute la vie devant elle. Le médecin dangereux n'aurait plus jamais l'occasion de nuire.
L'administrateur corrompu avait été condamné. Moi, j'avais trouvé du sens dans ce que je croyais être les ruines de ma carrière. Demain viendrait avec ses défis, mais ce soir, c'est la paix qui dominait. La paix des victoires remportées, de la justice rendue, des patients protégés. La paix de savoir qu'affronter le pouvoir avec la vérité, aussi risqué soit-il, était la bonne chose à faire. La paix d'une vie reconstruite avec sens et détermination. Je sais que vous n'êtes pas trop friand des commentaires, mais j'ai beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous à travers ce récit. Je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve bientôt.